les plus utiles pour faire vivre vos associations. Toute la journée, donc, je vais vous accompagner. Je m'appelle Frédéric Collin, je suis journaliste ici à Quimper. Vous allez pouvoir suivre dans les différentes conférences, suivre ces conférences en Facebook Live. Dès que ça marchera, on me fera signe, a priori. Oui, a priori c'est bon. On avait quelques soucis de réseau, comme partout. De toute façon, il n'y a pas de secret. Sachez aussi que vous avez sur vos tables, ici, des petits papiers que je vous invite à compulser. Alors, le mode d'emploi est assez simple. Au dos, quel élément clé je retiens de cette conférence? C'est un petit moyen mémotechnique pour ne pas repartir les mains vides. Vous avez aussi sur vos tables des micros avec lesquels vous pourrez poser des questions. On va essayer de faire en sorte que cette conférence inaugurale soit aussi un débat pour que cela soit le plus vivant possible. Je vous présente Jean-Louis Laville. Jean-Louis Laville est sociologue, c'est lui qui va mener cette conférence inaugurale. Il est prof au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire économie solidaire, chercheur à l'IFRIS et auteur entre autres de quelques livres. Il y en a nombreux, je vais vous citer surtout les derniers, Associations et actions publiques et l'économie sociale et solidaire, sorti en 2016 et 2017. Jean-Louis Laville va donc vous faire part de son expérience, de sa connaissance et de ses recherches sur cette économie sociale et solidaire qui nous rassemble aujourd'hui et sur ce monde associatif avec lequel nous allons, à la fin de cette journée, essayer d'avoir des clés pour mieux vivre ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer donc d'introduire le débat collectif de cette journée en étant le moins long possible, mais en essayant de donner quelques repères. Tout d'abord, en m'inscrivant en faux contre une vision de l'association qui voudrait que on rende un peu un hommage rituel aux associations et puis qu'ensuite on passe aux choses sérieuses et là, évidemment, on parle avec les entreprises. Je pense qu'il y a un problème de comment est-ce qu'on situe les associations dans la société d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Et je voudrais aussi insister sur le fait que la question dont nous parlons ici aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle des associations, est une question qui se pose dans le monde entier. On vient par exemple de travailler toute cette semaine avec des collègues espagnols et brésiliens et on va voir que les questions que l'on va aborder ici sont des questions qui sont décisives dans d'autres parties du monde aussi, dans d'autres continents, et on voit bien qu'on est dans une période qui est une période de mutation, et je vais essayer d'aborder quelles sont les difficultés inhérentes à cette période de mutation, tout d'abord en rappelant que, au-delà de la langue de bois, les rapports entre associations et collectivités, ça n'a jamais été facile. Et je vais essayer de résumer pourquoi en distinguant 4 périodes historiques très rapidement, qui montrent qu'il n'y a jamais eu véritablement d'évidence dans les rapports entre associations et collectivités. Ensuite, quand j'aurai retracé ces 4 périodes historiques qui nous permettent de dire d'où on vient, j'essaierai de voir aujourd'hui les 3 scénarios qui me semblent se présenter pour les rapports entre associations et collectivités dans l'avenir. Parce que je crois que ici comme ailleurs, il y a 3 scénarios qui sont en train de se dessiner et il me semblait que ça pouvait être une introduction à nos débats que de profiler ces 3 scénarios et de voir qu'ils dessinent des avenirs qui sont effectivement des avenirs qui peuvent être très contrastés. Donc je vais essayer de revenir sur l'histoire tout d'abord de ces rapports entre associations et collectivités. Ce que je voudrais mentionner tout d'abord, c'est que les associations, ça a été la plupart du temps oublié, ont véritablement œuvré à la construction des démocraties. Et en France, si on prend cet exemple-là, mais on aurait avec des datations un peu différentes des exemples assez convergents dans d'autres contextes, les associations, le premier temps de création des associations, c'est la période en France 1830-1848, bien avant qu'il y ait un statut. C'est là où il y a une première vague associative, et cette première vague associative, elle vient de cette question qui se pose à ce moment-là, c'est une fois que l'on a affiché sur le fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité, comment on fait pour que ces principes se réalisent, se concrétisent dans la vie quotidienne. Et c'est là que interviennent les associations comme moyen de réaliser
un nouveau rapport social qui se présente avec ses principes politiques, qui est un rapport qui va être défini à partir de 1840 comme la solidarité démocratique. En fait, la solidarité démocratique, c'est le rapport qui unit des citoyens libres et égaux qui essayent de mettre en œuvre des actions collectives qui vont être un moyen de réaliser la fraternité. Et donc il y a toute une première vague associative qui va se fixer comme objectif de remplacer ce qui était la caractéristique de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la charité, qui supposait une différence entre celui qui donne et celui qui reçoit, par un rapport d'égalité de gens qui veulent agir ensemble, et qui est un rapport défini comme la solidarité démocratique, qui n'est pas la solidarité traditionnelle, mais qui est une nouvelle solidarité qui prend appui sur l'égalité et qui cherche à réaliser la fraternité. Si on relit les textes ouvriers de cette période, on voit que véritablement, il y a deux drapeaux qui sont présents dans chacun des textes, c'est association et solidarité. L'association réalise donc ce que l'on peut appeler la solidarité démocratique, et donc on a une première vague d'associations solidaires. Ce qui est intéressant dans cette première vague d'associations solidaires, c'est que ce sont des associations qui ne dissocient pas ce qui est de l'ordre de l'action politique et ce qui est de l'ordre de l'action économique. C'est-à-dire c'est à la fois des modalités de structuration d'entraide, d'aide mutuelle, c'est aussi la tentative dans un certain nombre de cas d'organiser la production en commun à partir des savoir-faire des métiers, et c'est aussi des activités de protestation et de revendication pour changer les lois, par exemple en ce qui concerne le travail. Et donc on a un premier temps dans lequel il y a un foisonnement associatif qui cherche à réaliser cette solidarité démocratique basée sur l'égalité et qui va avoir tout un ensemble de manifestations qui lient indissociablement ce qui est de l'ordre du politique et ce qui est de l'ordre de l'économique. Et donc on voit bien que, si j'ose m'exprimer ainsi, la solidarité est inventée bien avant qu'on parle du social. À l'époque, on ne parle pas du social, on parle de la solidarité comme pouvant changer l'économie également, comme pouvant apporter une économie différente qui soit basée sur les savoir-faire, l'entraide mutuelle par exemple. Toute cette période de ce qu'on pourrait appeler un premier associationnisme solidaire va être ensuite oubliée, recouvert par ce qui va devenir la norme dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire tout d'un coup le fait que ce ne sont plus tant les questions démocratiques qui importent, ce qui est considéré comme de plus en plus important, c'est le développement économique, c'est la création de richesses. Et vous voyez que finalement nous ne sommes pas sortis des questions du XIXe siècle puisqu'on est toujours dans cette ambivalence. Est-ce que ce qui est important, c'est avant tout d'approfondir la démocratie ou est-ce que ce qui est important, c'est avant tout le développement économique? Et cette question, elle va être tranchée dans la seconde moitié du XIXe siècle en disant il faut d'abord réaliser la révolution industrielle, réaliser le décollage économique et ensuite on va résoudre la question sociale par l'accumulation de richesses. Et donc on va rentrer dans ce qui va véritablement formater tout ce qui est la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire ce que l'on peut appeler le productivisme. Cette idéologie du progrès qui va nous laisser penser que l'on va vers un monde meilleur parce que on va avoir la capacité par l'économie à créer et accumuler plus de richesses. Dans ce contexte-là, on va redéfinir de manière beaucoup plus restrictive la solidarité, non plus en termes démocratiques, comme une avancée de gens qui veulent agir ensemble en étant égaux entre eux, mais comme une philanthropie, c'est-à-dire comme l'aide que peut apporter dans la bienveillance et la compassion le plus riche au plus pauvre. Donc vous voyez qu'on n'est pas revenu à la charité complètement, puisque la philanthropie peut être laïcisée, mais néanmoins, on est revenu à cette inégalité constitutive que la solidarité démocratique avait voulu éviter. Et on voit bien que dans l'ensemble du monde associatif, on garde cette partition entre ceux qui se réclament plutôt de la solidarité démocratique et ceux qui se réclament plutôt de la solidarité philanthropique. À partir du moment où on rentre dans la philanthropie,
À ce moment-là, la solidarité n'est plus la lutte contre les inégalités, elle se limite à la lutte contre la pauvreté. Ce qui veut dire que l'on va avoir, à partir de ce moment-là, cette tendance à confondre la solidarité avec la question du paupérisme, comme on disait à l'époque. Et on voit bien que là encore, on a une question fondamentale qui nous est toujours posée. Est-ce que la solidarité, ça nous concerne tous, ou est-ce que c'est seulement les politiques d'assistance aux pauvres? On voit bien que ces questions restent des questions très prégnantes encore aujourd'hui. Et dans cette période-là, donc vous voyez bien que va se mettre en place aussi ce qui va aussi être très, très important pour la suite, c'est-à-dire à partir du moment où on redéfinit la solidarité comme philanthropie du riche vers le pauvre, la question subsidiaire, c'est est-ce que tous les pauvres méritent vraiment d'être aidés? Est-ce qu'il n'y en a pas qui, quand même, profitent du système? Donc vous voyez que décidément on n'est pas sorti du XIXe siècle. Les questions qui se sont posées à ce moment-là se posent encore avec acuité au début du XXIe siècle, on pourrait presque ajouter malheureusement. Et ce qui va être aussi la caractéristique de ce que l'historien anglais Hobsbawm a appelé le second XIXe siècle, cette seconde partie du XIXe siècle, c'est l'idée selon laquelle finalement l'association c'était une tentative utopiste. Et on va écrire une histoire officielle qui, à partir de la fin du XIXe siècle, va être une histoire un peu écrite dans le marbre, que l'on va tous colporter, y compris dans les manuels, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui était l'association initiale dont je parlais tout à l'heure, c'était des tentatives un peu naïves, angéliques, utopistes, et que finalement, les choses sérieuses n'ont commencé qu'après. Et ça, on voit bien que c'est une histoire officielle qui va être à la fois colportée par le libéralisme et colportée par le marxisme. Et finalement, à travers cette opposition entre libéralisme et marxisme, il y a une sorte de consensus implicite pour dire que finalement, l'associationnisme était négligeable. Aussi bien chez Engels, qui oppose le socialisme scientifique au socialisme utopique, que chez les libéraux, qui vont opposer les chimères associatives à la réalité de l'association de capitaux qui doit devenir la véritable association de notre temps. Je reprends les termes de Coquelin en 1850, qui est un libéral qui s'insurge contre l'idée associative et préfère l'idée de la société de capitaux qui va s'imposer. Et donc on voit bien que l'association a été, au fil du temps, méprisé, considéré comme finalement étant négligeable, et ça va être renforcé dans un troisième temps par l'idée que finalement la véritable solidarité démocratique, puisqu'on y revient, la philanthropie ne va pas réussir à endiguer la question sociale, on va revenir à la fin du XIXe siècle à la solidarité, mais sous une autre forme que l'association, sous la forme de l'intervention de l'État. En France, c'est l'école française de sociologie, ou l'école que l'on a appelée les solidaristes, qui vont prendre le contre-pied de ce qui avait été dit par ceux qui se prononçaient en faveur de l'individualisme libéral, et qui vont défendre l'idée que une société, ce n'est pas simplement un ensemble d'individus, c'est aussi le souci de la cohésion sociale, le souci de la totalité sociale. Et Durkheim, Bouglet, Bourgeois et tous les auteurs de ce courant vont dire à la fin du XIXe siècle qu'il y a une notion dont il faut tenir compte, c'est la dette sociale. C'est-à-dire que la manière dont nous vivons ne dépend pas uniquement de nos mérites personnels, elle dépend aussi de toute l'accumulation du patrimoine qui a été fait par les générations antérieures, et elle doit aussi tenir compte des inégalités de dotation initiale entre les groupes sociaux. Donc ce que met en évidence le solidarisme, c'est qu'il y a une solidarité démocratique qui est effectivement un principe structurant d'une société qui se veut moderne, à la fois solidarité verticale entre les générations et solidarité horizontale entre les groupes sociaux, et c'est l'État qui doit finalement réaliser cette solidarité. Vous voyez que c'est frappant de voir comment ce que schématise le solidarisme
la fin du XIXe siècle est très proche de la conception du développement durable qui interviendra dans les années 1970 avec le rapport Brundtland, puisqu'on a cette double idée d'une solidarité verticale entre les générations et d'une solidarité horizontale entre les groupes sociaux. Et ce pourquoi, finalement, les associations et les collectivités n'ont pas forcément toujours trouvé un arrimage facile, c'est justement parce que, à partir d'un certain moment, on a considéré que aux associations devaient se substituer les collectivités et les pouvoirs publics, comme si finalement les pouvoirs publics, à eux seuls, pouvaient réaliser la solidarité démocratique à travers une intervention de l'État. Et c'est finalement ce qui va être recherché après la Seconde Guerre mondiale, quand on va, avec la déclaration de Philadelphie, avec un certain nombre d'autres grands textes internationaux relayés par les textes français du Conseil national de la résistance, par exemple, quand on va admettre que la véritable finalité des sociétés, ce n'est pas le développement économique, c'est le développement social, et donc on va mettre en avant un rôle de l'État accentué à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui doit effectivement organiser la solidarité, et qui doit permettre que l'on ne tombe pas dans ce qui a été désastreux dans les années 30 et qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Donc pour éviter cela, on décide de donner plus de place à une solidarité qui est une solidarité très largement dirigée par l'État et par les pouvoirs publics. Donc on va rentrer dans un régime dans lequel les associations vont avoir de plus en plus de moyens, c'est vrai, mais en étant soumis aussi à une régulation tutélaire de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire que le mécanisme qui se met en place dans cette période, c'est des associations innovent sur le terrain, puis ensuite, comme on est dans une période de développement de l'État social devenu État-providence, eh bien, quand ces innovations associatives sont reconnues, elles sont alors prises en charge par les pouvoirs publics, puis ces pouvoirs publics décident finalement les critères des professions qui vont permettre de prendre en charge ces fonctions qu'ont signalées les associations, et on a un mouvement de professionnalisation associative qui va être très accentué dans ce que l'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années d'expansion après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a effectivement un développement du poids associatif dans toute cette période, mais une association qui, d'une certaine manière, est véritablement encadrée par les pouvoirs publics, et donc il y a une hiérarchisation entre les interventions associatives et les collectivités publiques. Tout cela, et j'en arrive à la dernière période de cette histoire que j'ai essayé de faire très courte pour que l'on ait du temps pour débattre ensemble, tout cela va être profondément remis en cause par ce qui s'est passé dans le dernier tiers du XXe siècle, c'est-à-dire non pas une crise conjoncturelle, non pas une crise dont on pourrait sortir parce que la reprise reviendrait dans 1 an ou 2, comme on nous le promet depuis 30 ans, mais par une succession de crises qui vont se sédimenter les unes après les autres et dont nous n'arrivons pas à sortir. Et donc, il va y avoir une première crise de cet agencement qui était centré autour des complémentarités entre la dynamique marchande et puis l'État social. Il va y avoir tout un ensemble de critiques qui vont être faites de tout un ensemble de questions qui sont laissées dans l'ombre par la complémentarité entre le marché et l'État. C'est l'avènement, dès les années 60 et bien avant la crise économique, de ce que l'on peut appeler une crise culturelle, qui va amener l'émergence de ce que l'on appelle à l'époque les nouveaux mouvements sociaux. J'en prendrai 2 pour faire image, le mouvement écologique et le mouvement féministe. Les 2 vont poser des questions qui n'étaient pas véritablement des questions antérieurement publiques et qui vont montrer que la conflictualité sociale dans nos sociétés ne se réduit pas à la lutte des classes, alors qu'auparavant on pensait que c'était ça qui structurait l'ensemble des combats dans la société. On va voir apparaître
d'autres éléments qu'il convient de prendre en compte et d'autres demandes de démocratisation. Demande de démocratisation autour justement de la trajectoire économique. Est-ce que l'on peut finalement rendre compatible un système économique basé sur l'expansion sans fin et une planète limitée? Est-ce que l'on peut, au-delà de l'égalité formelle qu'il y a dans l'État social, rendre compte de ce qu'il y a des inégalités de genre dans l'État social? Et les hommes et les femmes ne sont pas pris en compte pareil par l'État social. De la même façon que l'État social, finalement, considère les usagers plus comme des assujettis, des objets de politique, que comme des sujets qui peuvent contribuer aux services qui sont pourtant faits pour eux. Toutes ces questions commencent à être posées dans les années 60, dans les années 70, et un certain nombre d'entre elles vont amener à ce qu'il va y avoir des expériences qui vont se développer et que ces expériences vont renouveler en partie le monde associatif. Mais elles vont être bousculées aussi par l'irruption de cette crise que l'on a tous retenue alors que l'on a un peu oublié la crise culturelle que j'évoquais, c'est la crise que l'on a appelée la crise économique. Et la crise économique va amener un changement véritablement de la représentation des rapports entre économique et social. Je disais que ce qui avait symbolisé la phase de l'après-guerre, c'était la déclaration de Philadelphie qui affirmait que le développement social était la véritable finalité et le développement économique n'était qu'un moyen. On va avoir, avec le texte symbolique des années 80, le consensus de Washington en 89, un changement de perspective complet. C'est-à-dire qu'on va au contraire remettre en avant le développement économique en disant que finalement, d'une certaine manière, on a fait trop de social. Il y a eu trop d'interventions publiques, trop d'interventions étatiques et qu'il faut restreindre les engagements financiers du monde public pour arriver à retrouver une compétitivité économique. Et donc on va rentrer dans une période qui va être régie par des principes qui étaient très différents de ceux qui régnaient après la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce moment-là, on se rend compte que si on relit les auteurs qui ont été les initiateurs de ce tournant, on voit qu'en fait, ce qui se rejoint dans les auteurs de ce que l'on a appelé le néolibéralisme, c'est en fait la volonté d'affaiblir l'État, d'affaiblir les pouvoirs publics, mais aussi d'affaiblir les associations. En fait, quand on relit Hayek, quand on relit Friedman, qui sont les grands auteurs de ce courant, les deux disent, finalement, il faut remettre en avant la concurrence, même si c'est au prix d'une limitation de la démocratie. Une limitation de la démocratie qui doit réduire le périmètre d'intervention publique, réduire finalement ce qui avait été confié à l'État, mais aussi réduire le domaine d'intervention associative. Et c'est pour ça que Hayek, par exemple, propose que les associations ne soient pas un interlocuteur qui puisse avoir droit de parole dans les débats publics, contrairement à ce qu'avaient réclamé les nouveaux mouvements sociaux, mais il veut enfermer les associations dans ce qu'il appelle un tiers secteur, c'est-à-dire uniquement un prestataire de services, qui ne sera là que pour remplir à un coût qui sera le plus réduit possible un certain nombre de tâches relevant du social. Et donc, on a à partir de cela tout un ensemble de nouvelles règles qui vont être édictées et qui vont essayer de cantonner effectivement le monde associatif et de réduire le périmètre de l'intervention publique. Et donc, on est dans un contexte qui est un contexte particulièrement compliqué, vous le voyez. D'abord, l'associationnisme du point de vue historique a été très souvent nié ou méprisé. Ensuite, les associations se sont mises dans l'orbite de l'État social, souvent en perdant une grande partie de leur autonomie. Enfin, on arrive dans une période dans laquelle on veut réduire tout à la fois
l'intervention de l'État et l'intervention des associations, alors que juste auparavant, il y avait eu justement une nouvelle vague associative à partir de la crise culturelle que j'évoquais. Donc on a un paysage associatif et un paysage des rapports entre associations et pouvoirs publics qui est particulièrement embrouillé, avec différentes strates qui se mélangent les unes aux autres. Et donc ce que je voudrais faire pour entamer notre discussion, c'est d'essayer de montrer que dans ce paysage embrouillé se dégagent quand même pour demain 3 scénarios qui peuvent organiser les rapports entre associations et collectivités. Le premier scénario, c'est un scénario donc, qui tient compte réellement de manière importante de ce que je viens d'évoquer et qui va essayer de finalement considérer les associations avant tout comme des prestataires de services dans le cadre d'un État social modernisé. Donc il y a une certaine continuité historique dans ce scénario puisque on considère toujours que les associations sont avant tout au service de commanditaires publics. Mais ces commanditaires publics devant réduire leurs engagements, il y a des contraintes budgétaires plus fortes qui vont s'exercer sur les associations. Et là, vous voyez bien que ce scénario-là, il peut donner lieu à un certain nombre d'analyses, c'est le cas dans différentes sciences sociales, d'analyses très critiques des associations, en disant, mais finalement, les associations pourraient devenir dans ce scénario-là un sous-service public, c'est-à-dire un service public allégé dans lequel on remplace des fonctionnaires par des travailleurs plus précaires en association et on fait assumer de plus en plus de tâches aux associations. Et le problème de ce scénario, c'est qu'il est finalement un scénario dans lequel, conformément à ce que souhaitait Hayek, on envisage les associations comme étant un tiers secteur, un sous-service public et un tiers secteur. C'est-à-dire, finalement, les associations doivent se conformer à des cahiers des charges qui leur sont fixés de l'extérieur. Et il n'y a plus guère de place pour l'innovation et pour l'invention associative, puisque ce qu'on veut, c'est vérifier leur efficacité et leur efficience par rapport à des tâches qui leur sont fixées, de plus en plus par des procédures d'appel d'offres, par exemple. Et on voit bien qu'il y a tout un ensemble de nouvelles règles qui se sont établies entre les pouvoirs publics et les associations qui vont dans ce sens-là. Y compris des réformes de grande portée, RIGP, LOLF, qui ont cadré les associations de cette façon-là et qui finalement font que dans un certain nombre de champs que vous connaissez mieux que moi, je pense par exemple à ce que sont les associations médico-sociales et sociales, on a de plus en plus de difficultés internes parce que vous avez des dirigeants qui ont été recrutés non pas pour leur connaissance des activités associatives, mais pour leurs compétences en gestion, et que de plus en plus ces dirigeants finalement essayent de gérer avec toutes les difficultés, les contraintes émanant de la restriction des moyens publics, et puis dans ces mêmes associations, vous avez des professionnels qui, eux, ont l'impression d'avoir été abandonnés parce que finalement, ils ne voient plus très bien comment est-ce que ces contraintes gestionnaires laissent un peu de place à la mission, au projet, pourquoi les associations étaient faites. Et donc, dans ce scénario, ce que l'on voit de plus en plus apparaître, et ça a été mis en évidence encore plus dans des recherches internationales qu'en France aujourd'hui, c'est le risque de ce que l'on peut appeler un rabattement organisationnel. C'est-à-dire qu'une association, c'est finalement toujours la tentative de combinaison entre un projet et une manière de s'organiser pour réaliser ce projet. Et finalement, ce premier scénario, il amène à oublier les projets pour ne faire des associations que des organisations. Et il y a une certaine jurisprudence européenne qui va dans ce sens-là, puisque par rapport à la réponse à un certain nombre de marchés, la jurisprudence européenne a tendance à dire finalement, peu importe le prestataire, ça peut être une entreprise privée, ça peut être une association, ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est comment le prestataire réalise le cahier des charges.
Donc là, on voit bien qu'il y a un formatage des associations d'une manière qui est de plus en plus créer des problèmes identitaires au sein des associations, créer des difficultés, puisqu'il y a à la fois des gens qui défendent ces contraintes gestionnaires en disant on ne peut pas faire autrement, on est obligé d'en tenir compte, et puis des professionnels qui s'estiment finalement non reconnus dans cette nouvelle forme de contractualisation, et ça peut devenir de plus en plus conflictuel. C'est-à-dire que les professionnels peuvent aussi se raidir dans un corporatisme, alors que les dirigeants gestionnaires sont de plus en plus volontaristes, voire autoritaires vis-à-vis de leurs salariés, en disant, ben voilà, ils ne comprennent pas, mais on va leur expliquer que les contraintes, ce sont celles-ci, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc vous voyez qu'il y a de plus en plus de tensions qui sont générées par ce premier scénario, qui est un scénario qui veut instrumentaliser les associations dans un État social modernisé et qui doit être plus soucieux de contrôle des coûts. Donc on voit de plus en plus apparaître les risques qui sont liés à ce premier scénario. Le deuxième scénario, c'est un scénario qui est beaucoup plus en vigueur aujourd'hui dans d'autres continents, je pense en particulier à l'Amérique du Nord et l'Asie qu'en Europe, mais qui est en train d'arriver en Europe. Et ça, c'est un scénario qui est tout à fait différent de ce qu'a été notre histoire dans l'Europe continentale. C'est le scénario qui va amener à ce que les associations soient redéfinies comme pouvant participer de la moralisation du capitalisme. Et ça, c'est tout un ensemble d'approches qui, en gros, nous disent aujourd'hui que les associations, c'est bien gentil, mais c'est un peu ringard. Tout ça, c'est vieillot. La vraie innovation aujourd'hui, elle serait dans les start-up à but social. Et donc, c'est plus ou moins implicite ou explicite. Parfois ça reste implicite, parfois c'est très explicité, c'est qu'il y aurait un nouveau champ d'innovation sociale, mais que les associations seraient peu, finalement, concernées par l'innovation sociale, puisque eux, elles seraient plutôt dans leur routine, dans leurs habitudes, et elles auraient perdu la capacité de réagir véritablement aux phénomènes actuels de la société. Ça a été théorisé en particulier par Yunus, prix Nobel de la paix, comme vous le savez, qui a inventé pour désigner ce mouvement ce qu'il appelle social business, avec l'idée que, pour lui, le social business, c'est une nouvelle forme d'entreprise, un capitalisme à but social, qui va permettre de résoudre les problèmes qu'a engendré le capitalisme habituel, le capitalisme financier. Donc pour lui, il n'y a qu'une manière de faire de l'économie, mais au sein du capitalisme, on peut inclure aujourd'hui un capitalisme à but social en ayant des social business, des entreprises sociales qui viennent compléter ce qu'était le capitalisme habituel. Ce qui est très intéressant, je crois, c'est qu'à travers ce deuxième scénario, c'est l'émergence que l'on voit en particulier depuis la crise de 2008 d'une seconde génération du néolibéralisme. Le premier néolibéralisme que j'évoquais tout à l'heure, c'était un néolibéralisme qui mettait en avant la concurrence. Le discours du néolibéralisme aujourd'hui au niveau international n'est plus le même. La grande différence, c'est que le néolibéralisme d'aujourd'hui a intégré le discours de la solidarité. Il l'a intégré sous la forme du social business, et il dit aujourd'hui, je suis capable, mieux que les associations d'hier, de répondre à la question sociale. Et c'est ça qui est très important comme bifurcation, en remplaçant l'action publique par l'action d'acteurs privés. Et c'est ça qui, à mon sens, est décisif dans ce scénario, c'est qu'on dévalorise ce qui est du domaine de l'action publique, considérant qu'elle est par nature bureaucratique, pour valoriser l'intervention d'acteurs privés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solidarité n'est plus de l'ordre de la démocratie. Elle revient de l'ordre de la néo-philanthropie. Et donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ce courant, il est de plus en plus outillé par tout un ensemble de dispositifs qui sont nés dans les dernières années. Je pense en particulier à tout ce que sont les rapprochements avec les grandes entreprises soucieuses de responsabilité sociale, avec tout ce qui est également
ce que l'on appelle aux États-Unis la venture philanthropie, c'est-à-dire une nouvelle philanthropie qui est plus soucieuse de rentabilité sur investissement, avec également de nouveaux outils marketing, qui sont des outils qui doivent permettre, à travers ces social business, de mieux toucher le marché des pauvres. C'est les outils que l'on appelle en marketing bas de la pyramide, et puis de nouvelles formules qui sont par exemple les social impact bonds, les investissements à impact social, qui veulent amener des investisseurs privés dans le social, pour essayer de prendre le relais de fonds publics qui sont considérés dans ce scénario comme étant exsangues. Donc là, il y a vraiment un deuxième scénario qui est encore très très émergent en Europe, qui est plus répandu dans d'autres continents, mais qui est en train d'arriver, et qui, je pense, doit être identifié par les associations, parce que, je le répète, le discours des acteurs de ce scénario, c'est de renvoyer les associations à la ringardise et à l'incapacité d'innovation pour confier le monopole de cette innovation à de nouveaux acteurs privés qui sont considérés comme étant beaucoup plus à même d'être réactifs par rapport aux besoins de la population. Donc là, même si ça peut apparaître aujourd'hui comme étant encore un peu étranger à notre situation, je crois qu'il faut être attentif parce qu'une multiplicité de signes montre que ce scénario est en train d'arriver et est en train finalement de s'implanter également en Europe. Il y a un troisième scénario, et ce troisième scénario n'est pas un scénario, pour finir par ce par quoi j'avais commencé, que l'on pourrait qualifier d'utopique. Pas du tout. C'est un scénario qui est autant en train de se mettre en place que les deux autres. C'est un scénario qui, pour moi, n'est plus l'instrumentalisation des associations par des pouvoirs publics, qui n'est plus l'instrumentalisation des associations par les grandes entreprises, mais qui est la tentative d'inclure les associations dans des rapports nouveaux avec les collectivités qui permettent de fonder un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social, je le définirais, on peut en discuter ensuite, comme un contrat qui va faire valoir une socio-économie et une démocratie plurielle. Socio-économie plurielle parce que je crois que aujourd'hui, il y a un phénomène là aussi mondial, c'est la montée des activités, y compris économiques, de la société civile. Or, ce phénomène de fond reste relativement invisible. Et je crois qu'il est très important de se rendre compte que l'on a vécu sur une fiction. C'est la fiction depuis le second XIXe siècle que j'évoquais, la fiction selon laquelle l'économie moderne, ce serait le capitalisme marchand. Or, ceci est faux empiriquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la moitié de la planète qui ne vit pas à travers le capitalisme marchand, bien qu'on nous répète tout le temps qu'il n'y a qu'une seule économie. Et donc, je crois que ce que ouvre ce scénario, c'est le fait qu'il n'y a pas une économie moderne qui serait le capitalisme marchand. Il y a aujourd'hui, dans notre société actuelle, comme dans les sociétés précédentes et différemment, une multiplicité de principes et de registres économiques. Certaines formes économiques sont basées sur le marché, beaucoup, mais d'autres sur la redistribution. La redistribution publique, c'est encore aujourd'hui à peu près la moitié du PIB en France. Donc c'est pas du tout marginal. Si on veut être rigoureux scientifiquement, nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans une économie de marché. Nous devons dire que nous vivons dans une économie mixte, constituée pour moitié de marché et pour moitié de redistribution publique. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de réalités économiques que l'on a encore plus de mal à percevoir, c'est celles qui sont régies par les principes de réciprocité, c'est-à-dire par le lien social direct entre groupes et individus qui décident de faire des choses ensemble, mais pas sur le mode du contrat marchand, sur le mode de la reconnaissance mutuelle de ce qu'ils ont quelque chose à faire ensemble. Et ça, je crois que c'est aussi l'une des grandes invisibilisations de la réalité économique telle qu'on la connaît, et dès que l'on essaye de se rendre compte de ce que ça représente, qu'on réfléchit à comment est fait notre vie quotidienne, on se rend compte que ce principe de réciprocité, il est beaucoup plus en œuvre que ce que l'on imagine. Et donc je crois que dans ce scénario, il ne s'agit pas, comme dans le deuxième scénario,
de vouloir faire croire, parce que ça c'est un leurre, que l'ensemble des associations pourraient de plus en plus être autofinancées sur le marché. Il s'agit d'avoir une position plus réaliste qui est de voir comment, parce que c'est vrai qu'on est sorti de la période dans laquelle les associations étaient sous tutelle des pouvoirs publics, donc il y a de nouveaux rapports à inventer, mais ces rapports ils doivent s'inventer plutôt autour d'une hybridation entre des ressources qui viennent du marché, des ressources qui viennent des contractualisations avec les pouvoirs publics et aussi des ressources réciprocitaires qui sont finalement, à travers l'engagement et le bénévolat, la spécificité des associations. Et il s'agit de trouver de nouveaux agencements entre toutes ces ressources qui permettent de mieux réaliser les projets et qui permettent d'être au service de ces projets pour ne pas que finalement la question des ressources devienne l'obsession, mais que cette question des ressources reste finalement toujours interrogée par rapport au projet que les ressources sont censées servir. Ça veut dire aussi qu'il faut, je crois, aller à l'encontre de cette coupure mortelle entre ce qui serait du social et ce qui serait de l'économique. Il faut se rendre compte aujourd'hui que les associations, ce ne sont pas simplement des acteurs du social. Ce sont aussi des acteurs économiques du territoire. C'est pour ça que je commençais par cette boutade, c'est que parfois quand on parle d'économie, on se réduit aux entreprises, alors que de plus en plus, les associations sont des acteurs majeurs de l'économie des territoires. Et finalement, quand on voit par exemple ce qui s'est passé en Lorraine, ce qui s'est passé en Nord-Pas-de-Calais, que j'ai observé un peu dans la durée de manière précise, on voit que quand les politiques de développement économique sont exclusivement centrées sur le fait d'attirer les entreprises, on dépense des milliards pour des entreprises qui, 20 ans après, ne sont plus sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire qui vont plutôt soutenir des démarches endogènes, des démarches qui vont être faites pour améliorer la vie des habitants du territoire et qui, finalement, vont aussi générer des emplois non délocalisés? Je crois que c'est aussi ça le genre de questions que doivent aujourd'hui poser les associations et c'est aussi ça le genre de questions que doivent aborder les pouvoirs publics pour ne pas qu'on continue à colporter ce cliché comme quoi les entreprises créeraient des richesses et les associations seraient parasitaires et dépenseraient l'argent public. Je crois que ces représentations sont absolument fausses, là encore, et qu'il faut montrer aujourd'hui qu'il ne s'agit plus de séparer entre le social et l'économique. La vraie séparation, c'est laquelle aujourd'hui dans le monde globalisé? C'est la séparation entre une économie internationalisée qui a rompu les amours avec tout territoire et qui finalement est une économie prédatrice qui peut se déplacer en fonction des opportunités de gain, et une économie marchande mais aussi associative et publique qui est profondément encore soucieuse de la qualité de vie sur les territoires. Et c'est pas la différence aujourd'hui entre le social et l'économique, c'est la différence entre une économie internationalisée prédatrice et une socio-économie territorialisée. Et ça, je pense que ça nous bouscule tous et ça doit amener de nouvelles réflexions entre les pouvoirs publics et les associations. Et c'est pour ça que cette socio-économie des territoires, dans lesquels les associations sont des acteurs socio-économiques majeurs qui ne sont encore aujourd'hui pas assez reconnus, ça doit pouvoir être mis en relation aussi avec une autre question qui est la question de la démocratie plurielle. On voit bien aujourd'hui que la démocratie représentative est de plus en plus fragilisée. Et je crois que pour aller à l'encontre de cette fragilisation, il est indispensable qu'il y ait aujourd'hui des espaces, des lieux accessibles aux citoyens dans lesquels puissent se mettre en place des formes de démocratie plus délibératives. Et c'est là où je crois il y a des exigences aussi pour les associations. C'est-à-dire que les associations, à mon avis, ne pourront pas s'inscrire dans ce troisième scénario si les usagers, les travailleurs, les bénévoles de ces associations n'expérimentent pas dans le quotidien, là encore, des services, que justement, ils peuvent avoir dans ces lieux un rôle différent, une manière de s'exprimer, un droit de parole qui ne leur serait pas reconnu dans une entreprise privée. Si les associations
sur un champ, prenons un exemple, l'aide à domicile, ne peut rendre que les mêmes services que ce que va faire Sodexo, les associations seront balayées dans 20 ans. Par contre, s'il y a une qualité de service qui est liée à la qualité de la vie sociale dans les associations, à ce moment-là, les associations ont beaucoup d'avenir. Mais ça suppose aussi de ne pas se laisser enfermer dans les critères de la qualité importés des entreprises privées. C'est-à-dire que toutes ces certifications, quand on a fait des enquêtes auprès des usagers de l'aide à domicile, c'est pas ça la qualité vécue par les gens. C'est très loin, toutes ces certifications, toutes ces réglementations qui aujourd'hui bordent tous les services. Je pense qu'il faut laisser aujourd'hui une capacité de reconstruire, co-construire aussi les services au plus près des besoins des personnes qui sont concernées. Et ça suppose effectivement de pratiquer des expériences très modestes, très petites, mais très importantes, de comment est-ce que chacun peut contribuer à l'élaboration et la conception d'un meilleur service pour demain. Donc je pense que ce troisième scénario, c'est un scénario, et on pourrait prendre des exemples étrangers, on pourra en prendre si vous le souhaitez dans la discussion. On voit bien que c'est un scénario qui progresse aussi dans différents continents, dans différentes régions, dans différentes localités, et en particulier, je vais quand même citer un exemple ou deux avant de terminer, en particulier dans une nouvelle conception démocratisée des services publics et de l'action publique. On discutait, donc je vous le disais cette semaine, avec la municipalité et les acteurs associatifs de Barcelone. Eh bien, dans cette nouvelle municipalité, ils essayent d'inventer une nouvelle forme de service public qui soit irriguée par l'action citoyenne des associations de quartier. Et ça me semble véritablement très intéressant. C'est-à-dire comment, contrairement au deuxième scénario qui dit l'action publique, c'est par essence bureaucratisé, il faut faire confiance au privé, comment on peut redonner par une intervention citoyenne une nouvelle légitimité à une action publique différente au XXIe siècle de ce qu'elle a été au XXe siècle. Et je crois que c'est véritablement l'un des éléments sur lesquels un certain nombre d'expériences étrangères nous amènent à réfléchir, au moins au niveau local, comment est-ce que l'on peut recomposer dans le livre Association et Action publique. Benoît Lévesque nous explique aussi comment au Québec, mais ça a réclamé 40 ans de lutte et de négociation, le service public de la petite enfance est basé aujourd'hui sur le réseau associatif. C'est-à-dire, on n'oppose plus association et service public, on fait de l'association, finalement, la figure du service public du XXIe siècle parce que c'est plus adapté relationnellement à des demandes singulières que ne pouvait l'être l'ancien service public. Donc je crois qu'il y a des nouvelles complémentarités qui sont en train d'apparaître, à condition de ne pas se laisser happer par les deux premiers scénarios qui, évidemment, sont surreprésentés au niveau médiatique. Je pense qu'il est important que les associations et les pouvoirs publics travaillent à l'élaboration et à la confortation, à la visibilisation de ce troisième scénario pour justement aller dans le sens de la co-construction dans les territoires d'une vie qui soit une vie meilleure pour les habitants qui y sont, qui vont y rester et qui sont aussi, à mon avis, des parties prenantes à partir du moment où ils sentent que l'on va dans cette direction. Et je pense que c'est là où ça appelle un certain nombre d'évolutions, que les pouvoirs publics ne se contentent pas de rendre hommage aux associations pour l'engagement, mais qu'elles prennent les associations comme des interlocuteurs matures dans les négociations socio-économiques. Prenons un exemple de plus. Aujourd'hui, on consacre des sommes, la collectivité, nous en tant que contribuables, à financer l'innovation technologique. Nous avons besoin demain de nouveaux financements de recherche et développement pour les associations dans l'innovation sociale. Là, il y a un espace de coopération innovante entre les pouvoirs publics et les associations. Ça suppose qu'il y ait une nouvelle façon de prendre en considération les associations. Parce qu'on voit bien, si vous voulez, et ça je le vois beaucoup dans les débats nationaux,
qu'on pourrait considérer que les associations n'existent pas dans le débat socio-économique, puis que par contre on leur rend hommage pour leur engagement. Je pense qu'on n'est pas là aujourd'hui. On est là pour justement voir comment l'engagement est une force socio-économique des territoires. Et pas un instrument auquel on rend hommage de manière rituelle sans que ça ne change rien et sans que véritablement les associations ne soient pris comme des interlocuteurs. C'est pour ça qu'une politique d'innovation sociale ancrée dans les associations, ça me semble important pour le devenir des territoires. Ça suppose aussi des efforts en interne des associations, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à aller plus dans le sens des innovations qui sont des innovations de délibération impliquant les usagers, les travailleurs, les bénévoles, pour que les services associatifs ne soient pas les mêmes qui sont délivrés par les entreprises privées. Ça suppose aussi probablement une alliance qui est une alliance plus avec les pouvoirs publics et avec cette économie des territoires que j'évoquais tout à l'heure. Mais il me semble qu'il y a vraiment la possibilité de construire un nouveau contrat social pour le XXIe siècle, un contrat social qui ne soit plus basé uniquement sur le dualisme marché-État comme l'a été basé le contrat du XXe siècle. Et pourquoi c'est important? Pourquoi on discute de ça ici et ailleurs? Parce que si ce nouveau scénario de coopération, de co-construction entre les associations et les collectivités n'arrive pas à s'implanter, ce à quoi on va avoir droit, comme dans les années 30, c'est la régression autoritaire, c'est-à-dire un certain nombre de démagogues qui vont se saisir des difficultés actuelles, qui vont se saisir de la manière dont des gens se sentent abandonnés pour nous proposer exactement ce qui s'est passé dans les années 30, c'est-à-dire une version totalitaire des réponses qui pourraient être apportées. Donc je crois que c'est vraiment pour les générations futures, là encore, que ce troisième scénario de co-construction nécessite d'avancer, parce qu'il est le scénario aussi d'approfondissement de la démocratie, et c'est le seul véritable rempart contre la régression autoritaire. Merci. Merci Jean-Louis Laville. Vous m'aviez prévenu, hein, c'est la fin qui était le mieux. Le début était un peu plombant, vu le poids de l'histoire que vous êtes tous en train de porter. Il serait bon qu'il y ait des questions dans la salle et un échange. Vous avez sur votre table des micros, je peux aussi venir à votre rencontre. Ce serait bien que l'échange puisse se mettre en place. Je ne sais pas, levez la main. Si vous voulez vous servir des micros, il suffit d'appuyer sur le bouton et normalement ça marche. Et le vôtre aussi, là. Allez, qui se lance? Ici, monsieur, appuie. Si vous appuyez sur le micro, normalement il va marcher. Allez-y. Oui, on a vu dans la presse... Un peu plus près, si vous le pouvez. On a vu dans la presse ces derniers jours là, que le conseil départemental... Ouais, on a vu dans la presse ces derniers jours que le conseil départemental du Finistère avait été mis en cause par la Cour des comptes pour distribuer trop de subventions aux associations. Voilà, c'est juste une remarque. Le conseil départemental a répliqué, bien évidemment, que c'était sa politique. Hein, voilà. Bon, je ne sais pas si ça donne lieu à un développement. Une autre question, peut-être, c'est la question de la solidarité. C'est-à-dire, est-ce que la solidarité peut exister entre par exemple, pour caricaturer un peu, entre des riches et des pauvres? Est-ce que ça pose pas aussi une autre question en ce qui concerne la solidarité internationale, c'est-à-dire le rapport de nos pays dits du Nord par rapport aux pays, par exemple en Afrique? Quel type de solidarité peut être mis en place aussi, quoi? Jean-Louis Laville. Il y avait d'autres questions, peut-être, non? On va déjà répondre à celle-ci? Non? Ah oui, mais si je commence à répondre à celle-ci... Ah, d'accord. Vous voulez faire un bloc? Il y avait monsieur qui voulait dire quelque chose. Ouais. Oui, bonjour. Donc j'aurais eu une question concernant effectivement aussi le cadre démocratique. Hein. Vous évoquez beaucoup l'Europe et on sait que l'harmonisation des pouvoirs législatifs en Europe n'est pas de fait et que les États fonctionnent de manière différente, spécialement en France de manière très centralisée.
Je crois que c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être voir, c'est dans quel cadre politique on peut évoluer au niveau des associations. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de démocratie, donc vous avez utilisé ce mot-là de manière récurrente, mais en fait, les personnes sourdes, par exemple, se trouvent confrontées à beaucoup d'obstacles quant à l'accès à la démocratie. Donc très souvent, par exemple, pour des conférences ou des colloques, etc., nous envoyons des mails avant pour demander des interprètes et nous n'obtenons pas gain de cause. Et c'est vraiment très très récurrent, très problématique. Il n'y a pas d'accès à la démocratie pour les personnes sourdes. Je vais essayer de préciser la question qui a été faite sur le cadre politique dans lequel on peut évoluer. Pour mon expérience, je dirais que la relation et la co-construction dont vous avez parlé peut se passer pas mal à l'échelon des collectivités locales, départements, régions. Mais lorsqu'on a affaire, en tant qu'association, aux gros services de l'État, pour ne pas en citer, moi, j'essaie de faire de la co-construction avec l'éducation nationale, c'est autre chose. Alors, quel truc, quel moyen, sur quel bouton appuyer pour que tout ça aille de concert? Entre autres, c'est une des questions de cette journée, madame. Hein. On va essayer d'y répondre durant toute cette journée. J'ai une dernière intervention là-haut, et parce que le temps va nous être un peu compté, évidemment, on est à la bourre, hein, comme toujours, dans ce genre d'exercice. Merci. C'est sur la fin de votre intervention, je trouvais qu'il y avait un exemple qui était très éclairant. C'est ce qui avait été construit à un moment dans le maintien de l'ordre avec la police officielle et la police de proximité. Et ça marchait très bien. Et depuis que la police de proximité a été supprimée pour des questions budgétaires, on a énormément de problèmes dans les quartiers, etc. et au niveau du terrorisme, etc. Et je pensais notamment au dernier exemple en date avec l'histoire de Theresa May. Et j'avais une deuxième question. Quel est le meilleur moyen pour travailler avec une collectivité, une association pour travailler avec une collectivité? Est-ce que la délégation de services, au niveau juridique, c'est intéressant? Et vous aviez une question? On va passer à la partie réponse s'il y a d'autres questions. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on y viendra. Internet, la place d'Internet? Oui. Juste, alors très rapidement. Est-ce que Internet fait des associations? Jean-Louis Laville. Oui. Donc évidemment, je vais répondre de manière trop rapide par rapport à l'ensemble de ce qui a été soulevé. Mais je crois quand même que la première question que vous souleviez, elle est très importante. Est-ce que les associations ne sont pas trop gentilles? Est-ce que les associations sont véritablement en capacité parfois de dire non, ça suffit? Et il me semble que le dossier que vous citez peut-être être cette occasion. C'est-à-dire, là, je crois qu'il faudrait véritablement reprendre l'argumentaire de la Chambre des comptes et voir sur quoi il est basé. Parce que vous avez aujourd'hui une technocratisation des choix qui fait qu'effectivement, le seul objectif que l'on a, c'est d'être dans la moyenne, hein, comme ça peut se faire dans certains champs associatifs. Et là, je pense qu'il y a une vraie question démocratique qui pourrait être posée conjointement par le conseil départemental et par les associations. Est-ce que nous pouvons nous contenter, étant donné l'ampleur des problèmes que nous vivons sur nos territoires, d'avoir des évaluations qui technocratiquement nous décident, parce que nous sommes en écart à la moyenne, qu'il y a un problème? Est-ce qu'il ne faut pas renverser cet argumentaire et le prendre comme un élément de discussion démocratique? Parce que je crois qu'à un moment donné, il va falloir faire sauter un certain nombre de ces verrous. Hein, et moi, j'ai été très impressionné par
la contribution du sociologue américain Dewey qui dit, et qui s'est opposé depuis les années 30 au courant néolibéral, qui dit finalement le courant néolibéral, il confie, parce que nous sommes dans une société complexe, les problèmes à des technocrates, en disant eh bien, il faut des experts parce qu'à un moment donné, l'économie, par exemple, c'est trop compliqué pour les citoyens. Et Dewey dit c'est une erreur fatale parce que quand une société est très complexe, la seule manière d'arriver à des choix qui soient des choix véritablement satisfaisants, c'est que ce soit les citoyens qui enquêtent eux-mêmes sur la manière dont on peut résoudre les problèmes. Et que c'est eux qui vont trouver les solutions qui seront les plus appropriées. Et je crois que c'est ça aussi qui est en cause dans un certain nombre de cas. Et je crois que par rapport à ça, les associations ne sont pas assez en mesure encore aujourd'hui de créer véritablement des controverses démocratiques. Parce que les regroupements associatifs essaient toujours de s'arranger dans des espaces qui sont des espaces non véritablement publics. Je crois que si les associations ne sont pas en mesure de s'imposer plus dans le débat public, alors qu'on est dans une démocratie qui aujourd'hui est absolument mise en cause par les lobbies, je crois qu'il faut qu'il y ait une action publique plus forte de la part des associations pour qu'elles ne soient pas laminées par la force des lobbies. Et ça suppose, je pense, de faire naître de manière plus importante qu'hier des controverses démocratiques. Et il me semble que la question que vous avez soulevée est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser dire comme cela sans véritablement examiner le dossier qu'il y a trop d'argent qui est donné aux associations? Ou alors, prenons vraiment cet argument au sérieux, décryptons-le, voyons comment il est fait, mettons-le en parallèle avec la situation vécue par les associations et établissons un contre-rapport qui permettra à ce moment-là de pouvoir discuter d'une nouvelle façon. Je crois que les associations aujourd'hui doivent être moins polies et plus revendicatives. Merci beaucoup Jean-Louis Laville. Moi je voudrais dire une chose, rester rock'n'roll, c'est ça en quelque sorte. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Il va y avoir maintenant des tables rondes, il va y avoir des ateliers, à vous de choisir où vous voulez aller. Je renvoie quand même vers vos deux derniers ouvrages, Jean-Louis Laville, Association et action publique et l'économie sociale et solidaire. Vous les trouverez en tapant sur Internet le nom de Jean-Louis Laville et ils sont là dans le couloir, ils sont là-haut. On a beaucoup de choses à apprendre encore aujourd'hui, beaucoup de choses à échanger. À tout à l'heure.